Cette 38e vidéo va s'attarder sur le personnage de Knock, à travers le film de 1951 qui n'a qu'une importance relative mais qui est le seul à avoir donné une postérité à Louis Jouvet dans le rôle, à défaut de retrouver la première version que le même Jouvet avait tournée en 1933, version disparue semble-t-il, et d'une version plus ancienne encore en 1925, c'est-à-dire peu de temps après l'écriture de la pièce, cette version-ci sans Louis Jouvet. Le grand public, celui qui consomme du cinéma comme du surgelé, s'il avait un tant soit peu de mémoire, le mot culture est trop viril pour ce public-là, et bien qu'on ait commis le sacrilège de lui servir une nouvelle version de la pièce de Jules Romain avec un acteur impossible dans le rôle titre, ce grand public, pour qui un film daté l'année dernière est déjà un vieux film, se serait rendu compte que le scénario de la pandémie n'était qu'un grossier décalque de ce que Jules Romain avait écrit avec une autre subtilité en 1923 pour la scène. Cette histoire de charlatan de la médecine, le grand public l'a vu jouer pendant 5 ans, et c'est pas encore tout à fait terminé, bien que la pièce n'ait plus qu'un succès relatif, l'a vu jouer pendant 5 ans en matinée et en soirée par tout un tas d'émules de Jouvet, vrais médecins, faux escrocs, ou alors l'inverse, dans une prose de caniveau et sans l'élégance ni l'ironie de leur modèle. Si ce grand public, responsable de la catastrophe sanitaire la plus grave de l'histoire humaine, avait un tant soit peu de mémoire, à défaut d'être un minimum informé sur ce qui constitue la permanence de sa culture populaire, on est à peu près sûr que cette catastrophe n'aurait jamais eu lieu. En résumé, ce public, au lieu de cacher son visage derrière un masque, l'aurait illuminé d'un grand éclat de rire, parce que Knock, c'est inquiétant, mais c'est aussi très drôle. On peut légitimement se demander ce qu'il adviendrait, sous les années Macron, d'un auteur dramatique à qui piquerait l'idée d'inventer un pareil personnage s'il n'existait déjà. Le film de référence, celui de 1951, réalisé par un metteur en scène quelconque, s'il va au-delà de la simple captation d'images à la Sacha Guitry, c'est parce que Claude Renoir, chef opérateur star du cinéma d'après-guerre, lui donne, par son travail sur le noir et blanc, une plus-value dramatique certaine. Il n'y a pas, dans la mise en scène tout à fait ordinaire, elle se limite à respecter les règles de l'art, il n'y a pas, comme dans les autres films qu'on a explorés, de quoi s'attarder sur quelque sous-entendu que ce soit. Analyser le film revient ici à la même chose qu'analyser la pièce. J'ai essayé de retrouver, en le revoyant, pour la 10e fois sans doute, mon émotion première lorsque je l'ai vu forcément à la télévision à l'âge de 10 ans environ, grâce à mes parents, modestes prolétaires, qui, comme beaucoup de gens de leur génération, avaient le souci de faire le tri entre ce qu'il y avait de sain et de malsain en matière d'éducation populaire, dont le cinéma faisait partie. Autrement dit, ils me permettaient de regarder Knock, en leur compagnie bien entendu, et m'interdisaient en revanche tout contact avec le Club Dorothée. Cependant, s'ils avaient su que ce film allait me terrifier, et qui sait s'il ne m'a pas traumatisé à vie, me l'aurait-il montré quand même, en dépit de bien des choses qui échappent à un gamin, c'est l'austérité générale du film qui m'a saisi, dominé par un personnage dont le nom bizarre, Knock, avait tous les attributs du vampire. Je reste quand même convaincu que mon hostilité à l'égard de tout ce qui représente de près ou de loin le corps médical trouve son origine dans la vision traumatisante de ce film, lequel, bien qu'il soit enraciné dans une époque bien précise, n'en conserve pas moins un caractère intemporel, du fait qu'il mette en évidence un comportement humain, à la fois collectif et individuel, on ne peut plus universel. Et ce qui impressionne un enfant de 10 ans, je le répète, plus facilement qu'un adulte, c'est l'exclusivité de la pratique médicale, décomposée ici selon un exercice qui a beaucoup à voir avec la sorcellerie. C'est une intention évidente de l'auteur de la pièce, en même temps qu'une incarnation impossible par un autre comédien que Jouvet. Personne ne va me contredire là-dessus. Dès le générique, puisqu'on commence toujours par là, on est cueilli par la bande musicale, pas signée par n'importe qui, Paul Misraki quand même, dont la trame plutôt joyeuse au début du film, on se croirait dans un film de Pagnol, est très rapidement dramatisée par des instruments à cordes qui l'assombrissent et qui l'alourdissent. Vient l'arrivée de Knock, qui descend d'un train noir, habillé de noir, accueilli par le docteur Parpalais, qui va lui céder sa patientèle. Mais sur le trajet qui les mène à l'endroit où se trouve le cabinet que vient d'acquérir Knock, le village de Saint-Maurice, inventé pour le film, Knock apprend de son prédécesseur que le patient
son prédécesseur, dont le docteur Parpallet, qui est en sa compagnie, que le patient dans le cabinet en question se fait rare. Les gens n'ont pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que d'aller chez le curé pour faire pleuvoir, lui dit-il. Tout est dit dans cette réplique. Les gens ne croient pas au pouvoir de la médecine. Knock lui demande comment il a pu faire fortune, et son confrère lui répond que c'est grâce aux grandes épidémies de grippe, mais qu'elles sont rares. Dans l'histoire, on est en 1923, 5 ans après l'épidémie de grippe espagnole, dont on sait désormais qu'une campagne massive de vaccination des soldats américains envoyés sur le front en Europe en est responsable. Mon aïeul, qui a fait la guerre de 14-18, m'a souvent raconté ça. Toujours au cours de ce trajet dans un taco qui n'avance pas, preuve que Parpallet n'a pas du tout fait fortune grâce à la médecine, il avoue à Knock que ses patients ne le payent pas le jour de la consultation, mais une seule fois dans l'année, précisément à la Saint-Michel, l'archange chef des armées célestes engagées contre le mal, est souvent représenté en train de terrasser le diable. Knock, l'existence de cette fête, la Saint-Michel, qu'il appellera plus tard la Saint-Glinglin, il ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Knock n'est pas chrétien, puisqu'il est le diable lui-même. Il apprend surtout de son prédécesseur dont il vient de racheter le cabinet que la plupart de ses patients ne viennent qu'une fois dans l'année et que les patients réguliers n'existent pas. Ce qui était une réalité pour ceux qui, comme moi, ont connu leurs grands-parents et arrière-grands-parents témoins de cette époque, d'entre-deux-guerres. On se rendait chez le médecin à titre exceptionnel. Et les arbres généalogiques nous prouvent qu'il y avait autant de vieillards qu'aujourd'hui, vieillards qui, pour un grand nombre d'entre eux, n'avaient jamais vu un médecin de leur vie. N'en déplaise à Knock, qui est sûr de s'être fait avoir en rachetant ce cabinet où il n'y a pas de patients. Lui, pour qui la médecine est un business avant tout. Depuis qu'il est descendu du train, son comportement n'est pas celui d'un homme sain d'esprit. Son regard, sa gestuelle et son allure générale sont celles d'un possédé. Ça tient à la personnalité de Jouvet, son élocution hachée et son air désabusé qui font que ce personnage lui a collé à la peau bien plus que tout ce qu'il aura joué dans sa carrière. Knock, c'est le double de Jouvet. Pas de Knock sans Jouvet, pas de Jouvet sans Knock. J'espère que l'autre a honte d'avoir osé toucher un tel personnage. Bien que la plupart des médecins soient, surtout à cette époque, d'extraction bourgeoise, les origines sociales du personnage, on ne les connaît pas vraiment, ce qui lui donne un côté abstrait qui le rend encore plus inquiétant. Cependant, on comprend assez vite que c'est un escroc qui a d'abord exercé la médecine sans posséder aucun diplôme. L'innocence de mes 10 ans, quand j'ai vu le film pour la première fois, me laissait craindre de voir Knock à tout moment rentrer ou sortir d'un tombeau, sorte de mort-vivant, comme dans un film de vampire avec Bela Lugosi que j'avais vu auparavant, mes parents m'autorisant à regarder ce genre de film, convaincus que le noir et blanc leur donnait un côté suranné qui en diminuait l'effroi. Alors que c'est l'inverse, le noir et blanc est plus inquiétant que la couleur, justement, parce qu'il n'est pas réaliste. Noir et blanc pas moins inquiétant que ce médecin vampire qui n'a rien perdu de sa puissance maléfique, grâce à Jouvet et grâce au noir et blanc. Personnage qui entretient d'ailleurs plusieurs points communs avec le docteur Mabuse, popularisé par Fritz Lang. Séducteur, charismatique, il manipule pour le pouvoir, et sa moralité est on ne peut plus ambiguë. Jules Romain, auteur de la pièce qui inspira le film, était franc-maçon. Il fut initié en 1904, et comme beaucoup de francs-maçons, son œuvre, en particulier celle qui nous intéresse aujourd'hui, s'emploie à noircir par des moyens biaisés, cependant parfaitement lisibles, la franc-maçonnerie. Et à travers la franc-maçonnerie, la médecine, qui est pour lui maçonnique. Le titre complet de la pièce est Knock, ou le triomphe de la médecine. Mais Knock étant un escroc, on doit bien comprendre qu'il s'agit, à travers la médecine, du triomphe de l'escroquerie. Jouvet l'était aussi, franc-maçon. Sans qu'on sache ni où ni quand il a été initié, mais il fut le mentor de Bernard Blier, qui lui l'était. Il le sous-entend dans les suppléments du DVD de Si j'étais un espion réalisé par son fils. Les références maçonniques dans Knock sont très nombreuses, et Jouvet, on va voir ça dans la séquence concernée, exécute une gestuelle maçonnique sans ambiguïté. Il y a aussi une longue tirade sombre, déprimante, bien qu'elle parle de lumière et d'éveil, tirade d'essence purement maçonnique que Knock prononce sur le ton d'une liturgie. Le trajet qui conduit le docteur Parpallet, son épouse et Knock, qu'ils sont allés
cherché à la gare est de 11 km, chiffre maçonnique, oserait-on dire par défaut. Au moment où l'épouse du docteur Parpalais dit à Knock qu'il se fait des illusions s'il croit faire fortune en devenant médecin, un coup de vent lui arrache son parapluie, pour la mouiller, bien qu'il ne pleuve pas, c'est symbolique, mais parce que cette brave dame ignore que Knock est un sorcier initié à des pratiques rituelles et à des manigances qui vont lui donner accès à la fortune, cette fortune qui échappe aux honnêtes gens, comme son mari, le docteur Parpalais. Knock est un homme du futur, à mi-chemin entre le médium et le voyageur du temps, façon H.G. Wells, qui semble arriver de nulle part pour radicalement transformer un monde qu'il juge archaïque, bien qu'il fonctionne très bien, et où la médecine reste une activité d'exception. Entre les deux guerres, on devenait médecin, généraliste du moins, avant 30 ans. Cependant, Knock en a 40, ce qui renforce le soupçon que la médecine ne soit pour lui en rien une vocation. S'agit-il d'un reclassement professionnel après un échec dans un autre domaine, à moins qu'il soit besogneux, plus à pro-gain que concerné par la chose médicale. Il vient de passer sa thèse, dit-il, laquelle fait 32 pages. Là encore un chiffre qui n'est peut-être pas hasardeux, j'en ai donné une interprétation dans d'autres vidéos. Laquelle thèse, dixit Knock, s'appuie sur une maxime toute faite mais lourde de conséquences, qui prétend que les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Autrement dit, une première définition du malade asymptomatique. Il tient quand même à se renseigner, le docteur Knock, dans cette scène, sur ce qui peut rester de superstitions et autres obscurantismes auprès de la patientèle qu'il vient d'acquérir. Si cette patientèle adhère par exemple à des croyances sectaires en lien avec des sociétés secrètes. C'est les questions qu'il pose à son confrère, le docteur Parpalais, lequel, lui ayant assuré que non, Knock en déduit que l'âge médical peut commencer. C'est le terme qu'il emploie, l'âge médical. L'âge médical étant ici l'âge de la science, dans un monde moderne traumatisé par la Première Guerre, le traumatisme ayant toujours été le meilleur allié des hommes nouveaux qui reconstruisent, selon leurs valeurs, tout ce qui a été détruit. S'ensuit l'installation de Knock dans son cabinet, à Saint-Maurice, son cabinet de consultation qui s'empresse de faire rénover, premier pas vers un bouleversement radical d'une communauté villageoise qu'il va littéralement ensorceler pour en faire ses sujets. En commençant bien entendu, comme le font toujours les esprits malveillants, par les enfants. C'est l'instituteur du village à qui il s'adresse en premier, instituteur qui persuade de la nécessité d'enseigner aux élèves les rudiments de l'hygiénisme. Instituteur qui convainc d'ailleurs que ses élèves s'empoisonnent sans le savoir, simplement en buvant de l'eau. Et l'instituteur qui n'avait jamais pensé à une chose pareille est bien entendu effrayé. Ensuite, il montre à l'instituteur ce que sont les bactéries, chose totalement abstraite pour ce brave homme qui, immédiatement, est pris de panique à l'idée qu'existent des choses auxquelles il n'avait jusqu'ici que vaguement pensé. Visionnaire, ce Jules Romain, n'est-ce pas ? Citons cette réplique, par exemple. Une réplique qui est prononcée par le sorcier Knock. Il dit la chose suivante, deux points, ouvrez les guillemets. On peut se promener avec une figure ronde, une langue rose, un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence, capables d'infecter un département. J'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Ça nous rappelle vaguement quelque chose. Deuxième étape de la prise de pouvoir de Knock auprès de la communauté où il s'est installé pour son plus grand malheur, le pharmacien. Pharmacien auprès duquel il emploie la même rhétorique qu'avec l'instituteur. Pharmacien qui vit bourgeoisement mais modestement, comme à peu près tous les pharmaciens d'époque, et auprès duquel Knock vient semer la graine de la culpabilité, celle qui confond sobriété pécuniaire et incompétence. Le pharmacien qui entend de la bouche de Knock que tous les habitants du département sont des clients potentiels, lui répond « à condition qu'il tombe malade ». « Tomber malade », répond Knock, vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. De nouveau, la définition du malade asymptomatique. Santé devient un mot orwellien, à rayer du dictionnaire. Après avoir littéralement envoûté le brave pharmacien, il ressort de son officine en lui disant « Comptez sur moi comme je compte sur vous ».
joignant le geste maçonnique à la parole. Doigt sur la bouche, si tu parles, et doigt sur le cou, tu auras la gorge tranchée. Un geste, évidemment, que le spectateur ne décode pas. Si on prend le texte de la pièce, auquel le film est rigoureusement fidèle, on y trouve, comme dans tout texte théâtral, tout un tas de didascalies, mais ici, acte 2, scène 3, aucune indication ne nous précise que Knock place son index sur sa bouche avant de la baisser sur son cou. Ça fait bien partie de ces apartés entre comédiens, peut-être avec la complicité du metteur en scène, apartés qui laissent le public l'espace d'un instant complètement sur la touche. Et ne comptez jamais sur un critique de cinéma pour s'attarder sur ce genre de détails. Dans la logique des choses, ce redoutable escroc en appelle au tambour de ville, le garde champêtre, pour inciter la population à se faire examiner par lui, ceci afin d'arrayer les progrès inquiétants des maladies de toutes sortes, lesquelles n'existent évidemment pas. Knock, ou l'inventeur du dépistage gratuit. Le tambour de ville, avant d'aller porter la bonne parole, en profite quand même pour se faire examiner par le médecin. « De quoi souffrez-vous » lui demande Knock. « Oh, ben attendez que je réfléchisse » lui répond le tambour. Scène de la fameuse réplique « Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ?» « Oh, je dirais bien que ça me gratouille un peu aussi. » Évidemment, le tambour de ville n'a rien, mais Knock lui laisse entendre le contraire, et c'est dans un état de déprime totale, alors qu'il était de bonne humeur en rentrant dans son cabinet, qu'il va aviser la population que Knock, tous les lundis matins, propose à son cabinet une consultation gratuite. À partir de là, son cabinet se remplit immédiatement. Des gens qui ne souffrent de rien, mais qui vont en ressortir convaincus d'être atteints de toutes sortes de pathologies. Notamment cette paysanne à moustache, qu'il parvient à convaincre qu'elle est jadis tombée d'une échelle, alors qu'elle n'en a aucun souvenir. Il lui demande si elle consultait le docteur Parpalais, son prédécesseur. Elle lui répond non parce qu'il ne donnait pas de consultation gratuite. Alors, petit aparté personnel, en dépit de ma grande reconnaissance pour Ambroise Croizat, l'inventeur de la Sécu, je reste convaincu que les consultations chez le généraliste ne doivent pas être remboursées. Soyez sûr que les effets sur la santé publique seraient mesurables à très court terme. L'escroc ayant donc persuadé cette grosse paysanne qu'elle est atteinte d'une maladie qu'elle n'a évidemment pas, n'a guère plus d'efforts à fournir pour la persuader que guérir lui coûtera en revanche très cher et va lui proposer des tarifs à la carte, à l'instar des mutuelles de santé et autres entourloupes en tout genre. À cette époque d'entre-deux-guerres, les assurances sociales en étaient à leur balbutiement. Les assurances privées qui n'allaient pas tarder à accoucher ne sont rien d'autre que le fruit des abus de la médecine moderne, abus dont Jules Romain avait la prescience en 1923, mais sait-on s'il s'agit vraiment de l'esprit visionnaire de l'artiste ou du programme que le franc-maçon qu'il était connaissait par avance. Et comme le tambour de ville, cette robuste paysanne qui respirait la santé en entrant chez l'escroc en ressort accablée, tandis qu'une vieille aristocrate sûre de sa bonne santé va lui réclamer l'euthanasie après être passée par son cabinet juste derrière la paysanne. Puis vient le tour de deux trublions, les comiques du village qui font rire tout le monde, pour qui la pratique médicale n'est qu'une grosse farce, mais qui verront pourtant leur bonne humeur ruinée par le sorcier en quelques minutes. Knock, qui a d'abord pratiqué la médecine sans aucun diplôme, comme il l'avoue dans la première séquence, incompétent qui n'a d'égal que son orgueil, va se livrer sur l'un des deux trublions, le plus costaud, à une véritable séance de torture pour en conclure que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Et donc tous ces braves gens, après être passés par le cabinet de l'escroc, s'empressent d'aller faire la queue devant la pharmacie, paniqués, ordonnance en main. Là aussi, ça nous rappelle vaguement quelque chose de récent. Quant au docteur Parpalais qui a revendu son cabinet à Knock, lorsqu'il revient au village, l'hôtel où il a l'intention de séjourner a été transformé en hôpital du fait de l'escroc qui a convaincu tous les habitants qu'ils étaient malades, sans symptômes évidemment, et on voit l'hôtelière faire la distribution de cuvettes médicales à chacun des pensionnaires, tous confinés dans leur chambre. Elle explique à Parpalais, qui n'en croit pas ses oreilles, ce qui est en train de se passer. Tout le monde était malade, sans le savoir, et grâce à Knock, l'urgence sanitaire a été décrétée, à tel point que tout est devenu pathologique, jusqu'à la prise de poids, avec ce personnage heureux d'avoir perdu 100 grammes, joué par De Funès, l'acteur le plus maigre qu'on puisse à l'époque trouver sur le marché. Le docteur Parpalais, qui trouve ce déploiement de moyens extravagant, et qui sous-entend que son successeur a d'autres intentions que le bien public, offusque l'hôtelière pour qui Knock est un homme
insoupçonnable. Un homme qu'elle sert d'ailleurs avec le plus grand zèle. Et la médecine ne consiste pas uniquement pour Knock à rendre des gens malades en leur faisant croire qu'ils les soignent, elle consiste aussi à faire des adeptes, comme dans une secte. Le trublion, joué par Jean Carmet, qui se moquait de lui en venant à la consultation gratuite, est devenu un de ses zélés serviteurs. Quand il revient voir ce qu'est devenu son ancien cabinet, désormais tenu par Knock, Parpalley se voit exposer par ce dernier la courbe de croissance de ses consultations. De quelques patients par jour, du temps où Parpalley exerçait la médecine, à plusieurs dizaines de consultations depuis que l'escroc a repris les affaires en main. Et c'est une vérité historique, les médecins consultaient peu à l'époque. Moi qui suis un enfant des années 70, j'ai eu affaire à ce genre de praticiens encore en activité, bien qu'ils aient dépassé l'âge de la retraite, et dont la médication consistait à dire à ma mère de me donner un bouillon de légumes. Hérésie pour la médecine mortifère qui sévit de nos jours. D'ailleurs, Knock reconnaît que la consultation en elle-même n'a que peu d'importance. Elle doit être brève, c'est juste de la pêche au filet. Seul compte le traitement qui vient derrière. Il semblerait qu'en 1923, Jules Romain voit déjà la médecine des années 2000, mais on se repose la question, était-il visionnaire ou bien informé ? Les gens de ma génération ont certainement connu ces médecins qui restaient une demi-heure et plus avec leurs consultants, comment va la famille, le travail, et cette voiture, vous en êtes content, c'est-à-dire la méthode du docteur Parpalley, avant que le sorcier Knock ne vienne tout avilir et surtout détruire toute relation humaine entre patients et praticiens. Parpalley, qui est quand même très circonspect face à l'augmentation soudaine de ses pathologies depuis son départ du village, en vient à demander à Knock ce que nous, spectateurs, comprenons depuis le début, à savoir si l'intérêt du malade n'est pas subordonné à celui du médecin. Alors Knock lui répond qu'au-dessus de l'intérêt du médecin, il y a celui de la médecine, notion là aussi abstraite, quand cette médecine dévoyée en vient à inventer des mots sans lesquels elle apparaîtrait pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une idéologie. Et pour donner à proprement parler une définition de la médecine, par un discours qui flirte avec l'ésotérisme, Knock ouvre la fenêtre pour montrer à Parpalley ce qui est désormais son territoire, celui où 250 personnes, qui ne souffrent absolument de rien, sont pourtant au lit depuis que Knock a donné à leur vie un sens médical. Et le sens médical, c'est le contraire du sens religieux. La nuit, c'est encore plus beau, dit-il, parce qu'il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Quel sens donne-t-il à ces lumières ? On l'aura tous deviné. Les non-malades dorment dans les ténèbres, rajoute-t-il. Ils sont supprimés, les non-malades étant ceux qui refusent la lumière idéologique de la médecine. On l'aura compris. Et le sorcier termine en disant que le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Knock est un idéologue, un illuminé, un fou dangereux. Idéologie mortifère qui prend la place de la religion quand le sorcier explique au docteur Parpalley que le son des cloches au clocher du village rappelle désormais à ces malades qu'ils doivent prendre leur traitement. Quand sonne l'Angélus à 6 heures du matin, les habitants du village ne se lèvent plus pour prier, mais pour s'enfoncer un thermomètre dans l'anus. Autrement dit, pour se faire sodomiser au lieu de prier. C'est de ça dont il est question. Tandis qu'un peu plus haut, dans le film, il était question de la vertu des excréments quand on les analyse. De sodomie, on parlait des gens dans la première scène quand Knock s'inquiétait de l'existence de cette pratique auprès de la population, ce qui, selon lui, les rendrait moins perméables à accepter sa médecine, qui est une autre forme de sodomie. Enfin, je dis ça pour les adeptes. Puis il est question que Parpalley reprenne sa clientèle pour laisser à Knock la liberté d'aller en développer une plus importante dans une grande ville. Et là, la population du village s'y oppose avec fermeté. Leur ancien médecin honnête est à leurs yeux un escroc, tandis que l'escroc a réussi à les persuader qu'il est un bienfaiteur. Toutefois, le docteur Parpalley, qui n'a plus aucun doute sur le charlatanisme de son successeur, c'est un petit peu le docteur Perron d'aujourd'hui, Parpalley, il en vient quand même à douter de sa bonne santé quand Knock lui laisse entendre qu'elle n'est pas aussi brillante qu'il le croit. Tout ça parce que Knock est un gourou. Son portrait est affiché dans la chambre des malades. Il a un pouvoir surnaturel, comme le diable, ou le docteur Mabuse. Gourou doublé d'un sorcier qui prétend avoir l'œil pour voir si on est malade ou bien portant, et il a le pouvoir démoniaque de faire douter les plus sceptiques. Knock est un suppôt de Satan,
Il envoûte, il ensorcelle, il corrompt les esprits, et le docteur Parpalley finit lui aussi par succomber au maléfice en acceptant de se faire introduire un thermomètre dans le rectum. Tout un programme, fondu au noir. Knock, ce personnage de la culture populaire, même le plus ignare des incultes qui ne sait pas de quoi parle le film ou la pièce, ne peut ignorer son nom, aussi connu que ceux des personnages du répertoire. Ce personnage avait tout pour endiguer la fumisterie qui nous est tombée dessus sans prévenir il y a 5 ans. Si le service public avait joué son rôle et profité du confinement pour redonner l'audience qu'il mérite à ce classique, pas du cinéma, mais de la scène pour l'occasion habilement mis en image, classique qui aurait rafraîchi la mémoire de beaucoup de consommateurs de contenu et qui aurait peut-être donné à certains un angle de vue utile à réfléchir à ce qui leur est arrivé. La prochaine fois, nous parlerons de l'homme qui voulut être roi, John Huston, 1975.